Bienvenue YouTube. Yo, salut YouTube. Coucou, on est sur la chaîne de YoNoStream et ce soir on rencontre Anne-Laure Delatte. Voilà. Ça c'est pour YouTube. De toute façon on fera un montage. Donc ce soir, Anne-Laure Delatte, on a le bouquin L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique chez Fayard. N'hésitez pas à aller vous le procurer. Vous pourrez le retrouver à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand. Donc ça c'est pour ce soir. Alors je tiens à vous dire, vous ne pouvez pas le voir, mais mon tapis de souris a extrêmement bien survécu à cette tache de café. C'est-à-dire que j'avais une énorme tache de café sur toute... Alors déjà j'ai un tapis de souris qui est à peu près grand comme le plan de la caméra. Attends, hop, voilà. Donc il est à peu près grand comme ça, voire même encore un peu plus grand, hein. Et donc il y a toute la partie gauche qui avait été renversée, qui avait été recouverte de café vendredi dernier, parce que vraiment le stream du matin, je sais qu'il y a des risques. Donc maintenant j'ai bien opéré le nettoyage. Sachez que nettoyage de tapis de souris au vinaigre blanc fonctionne très bien. Vous le recouvrez de vinaigre blanc, vous frottez bien avec une éponge, mais pas avec le côté... alors là, vous allez tous croire que je vais dire le côté vert, mais en fait non, le côté jaune de l'éponge, parce que ça laisse des petits bouts d'éponge dans le tapis et après il glisse moins. Donc il faut pas le faire avec cette partie-là. Ne vous inquiétez pas, avec le côté vert, ça marche très bien. Ou avec un torchon propre, ça marche aussi très très bien. Ça, c'est la deuxième option. Vous le nettoyez et après vous le laissez sécher, mais bien à plat. Parce que comme ça, il se déforme pas. Vous le rincez bien, vous le mouillez entièrement, vous le rincez bien et après vous le laissez sécher. Voilà, c'était le petit tuto Yono de nettoyage de tapis de souris avec tache de café opéré à 21h06 avant l'arrivée d'Anne-Laure Delatte. On peut passer aux choses sérieuses. Donc, bienvenue déjà sur ce stream. C'est ta première fois sur Twitch apparemment. Ouais, c'est mon premier Twitch, Mathieu. Ok. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais non, mais attends, moi je suis déjà super content que tu aies accepté de venir. Ça fait très plaisir. On est une petite chaîne. Donc, tu es venu nous voir pour ton super livre que j'ai là. L'État droit dans le mur, rebâtir l'action publique. Chez Fayard, qui a d'ailleurs retweeté mon tweet, donc on peut remercier Fayard d'avoir fait un peu de pub pour Twitch. C'est cool d'ailleurs qu'il y ait des maisons d'édition qui acceptent de faire un peu, des éditeurs qui acceptent de faire un peu de pub pour des streamers. Je trouve ça cool. D'abord, première chose, il faut parler du design de la première de couverture. Qui a fait ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Non, mais quand tu vas à la librairie, donc moi je suis allé dans une librairie militante, une Scope à Clermont-Ferrand, on a une Scope qui a été rachetée par les salariés. Et donc j'arrive à la librairie, et donc il y a plein de bouquins, en plus ils ont un rayon assez gaucho en économie, en politique, etc. T'avais toutes les éditions La Fabrique, parce qu'ils font venir des gens en ce moment des éditions La Fabrique. Et donc il y avait le tien à côté qui faisait un peu manuel d'économie, tu vois. Je sais pas si... tu trouves qu'il fait manuel d'économie. Il fait un peu manuel... Ouais, moi j'aurais bien voulu, je sais pas, un mur, un dessin, un truc un peu bam bam. Je sais pas comment ça marche ces trucs-là d'ailleurs. C'est toi qui décides ou pas ? Non, j'avoue que j'ai pas passé beaucoup d'énergie sur la couverture. On m'a fait des propositions en me disant, est-ce que tu es OK avec la typo ? Tu vois, c'était pas est-ce que tu voudrais une image ou pas ? Et en fait, quand tu es en pleine écriture, moi, quand j'étais en pleine écriture, j'étais incapable, j'avais aucun recul là-dessus. Quand on m'a dit comment tu trouves la typo, j'ai eu bien. Enfin, je suis en train de faire des codes sur Stata et là, ma grosse préoccupation, c'est de trouver la donnée pour 1949. Donc la typo, finalement, c'est bête parce que c'est super, comme tu dis, c'est vraiment. Après, je crois que c'est pas mon boulot en fait. C'est moins mon boulot à moi que aux personnes qui veulent peut-être vendre le livre, quoi. Mais en fait, on a surtout eu une hésitation sur le titre.
Ah ouais, Ouais. parce qu'il Oui, est un parce peu long en que, plus. alors, en fait, tu as un titre et un sous-titre. Tu as l'état droit dans le mur et le sous-titre, c'est rebâtir l'action publique. Et, on a hésité entre à qui profite l'État et l'État droit dans le mur. À qui profite l'État, ce qui militait pour, c'était le côté enquête, parce que j'ai écrit le bouquin un peu comme une enquête. Et donc, ça faisait polar, en fait. Et ça faisait moins titre de droite que l'État droit dans le mur. En fait, on m'a dit plusieurs fois, attention, l'État droit dans le mur, ça fait titre de droite, en fait. Ça fait contre l'État. Je Et vois. donc, le rebâtir l'action publique, on essaye de rattraper ce truc-là. Ok. Mais moi, je me suis posé surtout la question, je suis contente si ta Scope, ta librairie Scope l'avait, parce Ouais, que je me suis demandé si j'allais avoir... il l'avait spontanément, tu ne l'as pas il... commandé. Non, non, je l'ai pas commandé. Il l'avait spontanément et il l'avait depuis 2 semaines. Ah ouais, ok. Bah, il l'avait Donc, depuis la sortie, en fait. Ouais. ouais, c'est ça. Ok. Exactement. J'avoue que j'ai cherché. En plus, il l'avait mis en devant, Ah quoi. ouais. Il n'était pas juste Ouais, rangé sympa. comme ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une vieille mamie qui est passée avant moi pour voir le, parce que je le trouvais pas. Moi, je cherchais bêtement dans les rayons bien organisés, à deux lattes, machin et tout, je trouvais pas. Et en fait, il y a alors attends, juste vous inquiétez pas, le chat vous allez réapparaître. Mais juste, je vous ai mis plus bas pour pas que vous nous montiez sur la tête. Voilà, mais ils vont comprendre. Donc, la petite mamie qui était avant moi vient voir le vendeur et lui dit: Oui, alors bonjour, je cherche un livre de Madame Agnès Verdier, Verdier, Ah Verdier, Verdier, Verdier Molinier. Moulinier. Voilà, Molinier. À quoi sert notre argent? Et bon, on est dans une librairie militante, donc Il l'avait pas. j'ai quand même senti que le gars était pas serein et était pas vraiment sûr de qui elle parlait. Mais donc il va quand même chercher, honnêtement, il va chercher. Et il y avait quand même un bouquin de Agnès Verdier-Molinier, mais pas celui qu'elle cherchait. Et donc il cherche, et puis elle s'éloigne un peu, et je lui fais: Mais en vrai, vous vouliez pas lui proposer un autre bouquin, je sais pas, prenez n'importe lequel, là, vous avez plein de bouquins de gauche, ça sera quand même vachement mieux. Il me fait: Non, mais j'ai pas le droit. Après, je me fais engueuler parce que comme on est une librairie militante, mais Déjà. qu'on veut pas non plus faire peur aux clients, on peut pas trop faire ce genre de truc, donc je vais plutôt lui dire que je l'ai pas, et il me fait: Bon, mais tant mieux. Donc voilà, pour la petite anecdote, tu es passé après Agnès Verdier-Molinier à la librairie du même camp. Ouais, et ben écoute, j'ai un copain qui m'a envoyé mon bouquin à côté de son bouquin. Donc c'est ça en fait moi qui m'inquiétait, tu vois, dans le titre. C'est que finalement, si tu mets son bouquin et le mien à côté, on a l'impression que ça parle de la même chose alors que c'est vraiment radicalement opposé. D'ailleurs, en fait, il y a un petit il y a, pour l'anecdote, il y a une note de page, de bas de page à un moment, je sais plus page combien, où je dis que j'ai débattu avec une économiste un jour sur un plateau sur Arte qui, pour seul argument du surpoids de l'État, est arrivée avec le code du travail qui faisait 1200 pages. Et en fait, je ne l'ai pas cité, mais c'était elle. Parce que voilà, elle est pas, elle documente ses Ah, mais elle est arguments de cette forte, hein. façon-là, quoi. Elle Mm. elle est très forte, hein, pour Ouais, où ce les genre médias de... sont. Ouais. Oui, elle Exactement. est forte. Bon, bon, ben on va rentrer dans le vif du sujet quand même, parce que t'es pas venu là pour juste parler librairie et première page de livre. C'est quand même rigolo. Alors, je pense que personne l'a lu dans le chat. Moi, je vous le dis tout de suite à tous ici, je n'ai pas eu le temps de le lire. Il n'est pas très épais. C'est pas un gros bouquin qui fait peur. C'est pas écrit en tout petit, etc. Donc c'est pas. Franchement, n'importe qui pourrait s'y mettre. J'ai lu notamment, il y a quelqu'un qui a fait une petite note de lecture qui est en ligne sur le site qui s'appelle surbook.com ou .fr, qui est assez courte et avec laquelle en lisant quelques parties, etc., j'étais assez d'accord avec lui. C'est vrai que t'as pas voulu, enfin, je sais pas si t'as voulu ou t'as pas voulu, mais en tout cas, ça semble pas être un bouquin très, comment dire, de vrais économistes qui s'appuient. Enfin, je dis pas que tu es une fausse économiste, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas le gros bouquin d'économie qui peut faire peur avec des graphiques dans tous les sens, etc., etc.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai écrit des chroniques pendant une dizaine d'années pour Libé, et j'avais déjà cette démarche-là. L'idée, c'est vraiment d'insérer tout ce que je raconte dans la vie quotidienne, dans la pop culture. Donc, j'utilisais le gros monsieur orange pour parler de Trump quand j'étais sur Libé. Enfin, il y avait des personnages qui revenaient comme ça régulièrement. Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle je suis allée chez Fayard et pas. J'avais d'autres maisons d'édition en fait qui voulaient bien travailler avec moi, mais je voulais aller dans une maison d'édition qui était le plus grand public possible et qui accepterait que j'utilise des termes qui justement ne sont pas du tout techniques, que j'insère plein de récits là-dedans. Après, donc voilà, effectivement, l'intro qui est accessible en ligne gratuitement, elle donne bien le ton, je crois. Voilà, ça commence sur un festival, enfin, et il y a plein d'anecdotes. Par exemple, enfin, je sais pas, t'en parleras peut-être, mais il y a des chansons à chaque fois dans tous les chapitres, avec notamment une chanson de Médine, une chanson d'un petit groupe de hip-hop belge, féministe radical. Donc voilà, j'ai essayé d'insérer ça. Après, comme tu dis, je suis pas une fausse économiste et c'est pas blindé de graphique, mais par contre, c'est blindé de données, mais que j'ai essayé justement de rendre le plus accessible possible pour qu'on puisse se les approprier. Mais il y a un énorme travail pour le coup empirique quoi, derrière, donc d'aller collecter des données qui n'existaient pas, enfin qui n'existaient pas, pardon, qui n'avaient jamais été collectées pour documenter des choses qu'on n'avait jamais vraiment racontées, quoi. Et est-ce que c'est la seule production que tu as faite à partir des données que tu as collectées, ou est-ce que ces données-là, elles sont quelque part réutilisables peut-être pour des profils plus économistes, pour les réutiliser et en sortir aussi d'autres choses, quoi. Bah, en fait, ouais, l'idée, c'est qu'il y a un document de travail, pour le coup, très austère, Ouais, qui fait 20 ou 25 pages, qui a été publié par un centre de recherche de Sciences Po Paris, ok. et où il y a toute la méthodologie, écrit vraiment de façon, pour le coup, plus académique, pour que mes collègues puissent le lire. Et avec tous les graphiques du bouquin, leur interprétation, mais surtout tous les codes et les données accessibles en ligne. Ce document de travail, je l'ai écrit avec Ayman Abdel Salam, qui est un doctorant de Lille, Sciences Po Lille, et avec qui j'ai fait toute la partie collecte de données budgétaires. Donc, Ok. et comme c'est là qu'il y a des données vraiment inédites, en fait, ce qu'on a fait, donc je le remercie abondamment dans le bouquin. Enfin, on peut pas passer à côté d'Ayman, hein. Dans le bouquin, enfin, il a été génial pour m'aider là-dessus. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, enfin, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement, encore une fois, parce que le bouquin euh, commence par un récit sur un festival, et inséré dans la pop culture et pourrait faire un peu pas sérieux. En fait, derrière, je veux vraiment montrer des gages de sérieux. Et voilà. Et donc, notamment, j'ai présenté une grosse partie des données dans des séminaires académiques. Enfin, il y a une vraie démarche scientifique en fait derrière, mais elle est cachée. En tout cas, elle est disponible, mais elle est complètement cachée dans le récit, quoi. Ouais, ok. Bon, alors, on t'a parlé, t'as teasé ta propre intro quelques fois, donc vas-y, explique-nous un peu comment t'introduis le livre. Moi, j'ai lu, je me suis quand même, je suis allé lire toute l'intro quand même, parce qu'elle était rigolote et que j'avais eu le teasing de Surbook. Donc, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est que cette intro et pourquoi elle est un peu différente de ce qu'on peut avoir comme intro pour un livre un peu d'économie d'habitude. Bah, en fait, en gros, je raconte, enfin, c'est vrai, quoi, hein, c'est juste que ça a été super facile à écrire. J'étais à Lyon et j'ai vraiment commencé comme ça, un jour où je devais intervenir le lendemain et matin, le soir, j'ai commencé à écrire l'intro et j'ai vraiment raconté ce qui m'était arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été 2021, donc il y a presque 2 ans maintenant, j'étais dans un festival avec des gens en Normandie, avec des gens que je ne connaissais pas. J'étais juste avec mon amoureuse, et comme c'était pas très vieux entre nous, je connaissais pas grand monde.
Et je me retrouve entourée de gens vraiment avec qui j'ai eu plein de discussions. Bon, c'est un festival, donc on boit des bières, on écoute de la musique, on danse, etc. Mais entre-temps, on a plein de discussions. Et je suis très impressionnée par tous ces gens que je connais pas, qui sont en général plus jeunes que moi. Moi, j'ai 45 ans à ce moment-là. Eux, ils en ont plutôt 30 en moyenne. Et il y a plein de gens très différents. Il y a une personne qui est postière, il y a des comédiens, des comédiennes, il y a des personnes qui travaillent dans des ONG. Et en fait, c'est plein de militants. Ils sont tous. Il y a très peu de gens qui n'ont pas un avis politique sur quelque chose, sur ce qui est en train de se passer. Et on a tous le diagnostic de il y a une crise sociale, il y a une crise climatique, et surtout plein de nouvelles références, plein de choses que moi je connaissais pas. Donc j'étais vraiment super contente, quoi. Et au bout d'un moment, la discussion arrive sur les solutions. Et moi, je dis, donc alors, vous votez pour quoi et qu'est-ce qu'on pourrait faire, l'État Et là, j'avais dit un gros mot, en fait. L'État, ils m'ont tous regardé, mais... Alors d'abord, j'ai eu l'impression d'être une énorme boumeuse à ce moment-là. Enfin, vraiment un truc générationnel, quoi. Mais Quoi, de des quoi t'as parlé? fonctionnaires? Non, mais franchement, Ouais, ok. ouais, enfin, je suis fonctionnaire. Ça, à la limite, ce qui était sympa, c'est quand j'ai dit que j'étais chercheur au CNRS, ils n'ont pas associé ça au fait que j'étais fonctionnaire. Et surtout, c'était plutôt hyper valorisé dans ce milieu-là, tu vois. Donc, je trouvais ça Ouais. plutôt. Enfin, la démarche intellectuelle, elle était là et tout. Mais alors, le côté l'État, what? Mais de quoi tu me parles, en fait? L'État, c'est violent, c'est un État. Enfin, on m'a parlé tout de suite de baisse de subventions, d'absence. On était dans la ruralité, en fait. On était dans la campagne avec plein de gens qui vivaient là, en fait, et qui me disaient, mais l'État, il a complètement disparu d'ici. Et ça parlait aussi beaucoup d'État violent, d'État pour le statu quo, pour les riches, etc. Et donc, vraiment, j'ai eu un énorme choc, en fait. Enfin, c'est bête, mais je me suis dit, mince, moi, je fais de l'économie depuis que je suis petite, enfin, en tout cas, depuis longtemps, pour essayer d'avoir un discours politique, un discours autour de la cité. Et je me suis rendu compte que tous ces personnes-là n'y croyaient plus. Et en fait, aller chercher des solutions hors les murs, hors l'État. Et c'est ce que tu dis dans ton teaser, d'ailleurs. Euh, et je pense qu'effectivement, je crois que tu prends l'exemple Bah, des monnaies locales. Je ouais, je crois, prends voilà. l'exemple des monnaies locales parce que j'ai eu une discussion il y a 3 ou 4 semaines avec une camarade militante au bar où on buvait un coup et, euh, et on avait un débat sur à quoi ça sert réellement les monnaies locales. Et moi j'avais un peu le regard, alors peut-être parce que j'ai été formé à la vieille école militant de gauche en disant oui, bah, les monnaies locales, est-ce que c'est pas une petite bulle qu'on crée dans un coin mais qui n'a pas vocation à changer vraiment. Et on s'était vraiment engueulé là-dessus. Et puis, bon, à Mm. la fin, tu finis toujours par dire non, mais si ça vous va de faire une monnaie locale, faites la monnaie locale, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce questionnement de à quoi vraiment ça doit servir in fine, quoi. Ouais, et puis surtout, en fait, à la fin, je vais te dire, moi, je trouve que monnaie locale, enfin, pour le coup, j'étais assez, j'avais un peu de méfiance vis-à-vis de ça, parce que j'ai fait ma thèse pour le coup sur la monnaie et en Argentine, il y avait plein de monnaies locales, donc j'ai expérimenté un peu le truc et tout. Bon, j'ai toujours eu un peu de méfiance, mais à la limite, à la fin du bouquin, là, ce que je dis, c'est, il y a plein de solutions locales. Et justement, on peut faire plein de choses au niveau local. Euh, mais il faut qu'on ait une action publique d'ensemble qui nous permette de mettre en place ces actions locales. C'est-à-dire que si on veut faire une monnaie entre nous pour flécher en fait les achats en fonction des valeurs qu'on veut mettre en place, parce que c'est ça en fait la monnaie locale, quoi. Je vais pouvoir utiliser l'argent que dans les magasins qui correspondent aux valeurs que je défends. Ok, mais en fait, pour le mettre en place et pour que ça fonctionne, ben, en fait, on va avoir besoin d'aide, d'incitation, de subvention, que, en fait, par exemple, que ça coûte un peu moins cher d'utiliser cette monnaie locale, que les personnes qui utiliseront cette monnaie locale, les magasins, payent un petit peu moins d'impôts, par exemple. Voilà, c'est ça, en fait, une action de l'État. Euh, c'est juste dire, OK, il y a des trucs qui fonctionnent super bien, et pour le coup, l'État ne sait pas tout. C'est pas d'en haut vers le bas.
il y a plein de choses qui peuvent venir du bas dans le sens du terrain, je veux dire, des citoyens et citoyennes. Mais à un moment, pour que ça prenne, c'est ça l'organisation d'une société, c'est se dire où est-ce qu'elles sont les priorités. Et si on a des priorités sur la transition climatique, il faut absolument qu'on puisse faire des petits coups de pouce budgétaires. Donc c'est ça, c'est une réduction d'impôts. C'est par exemple la TVA à 5% dans tous les magasins qui utilisent la monnaie locale verte de Clermont-Ferrand. Voilà, alors pardon, donc la digression autour de ça. Sauf que à ce moment-là, moi, j'ai pas la capacité de leur dire ça, en fait. Je suis juste interloquée. Et je me dis, mais c'est pas possible. En fait, ces personnes sont hyper intelligentes. Elles ont l'air d'avoir énormément d'énergie pour faire plein de choses et elles font plein de choses, mais elles le font en dehors de l'État. Et le pire, c'est que les comédiens et comédiennes, la plupart, ils sont dans des théâtres subventionnés, ce qu'on appelle vraiment le théâtre subventionné, quoi, le théâtre public. Ceux et celles qui travaillent dans des ONG, les ONG, en fait, elles dépendent notamment d'aides budgétaires. Enfin, on peut faire des dons aux ONG qui sont défiscalisés. La personne qui est postière, elle est fonctionnaire. Elle est Enfin, fonctionnaire, oui. voilà. Donc, ils ont tous le pire, c'est que c'est pas des gens qui bossent dans une multinationale, quoi, et qui sont anti-État pour cette raison-là. Et donc, voilà, j'en suis venue à me dire qu'il y avait probablement une source de défiance énorme, et j'ai voulu comprendre pourquoi. Donc, ça part de là. Et en fait, l'intuition, je l'ai trouvée, c'est Dominique Méda qui m'a mis sur la piste assez peu de temps après. Alors, Et qui me dit pour ceux qui ne voient ouais. pas qui est Dominique Méda, c'est une économiste aussi qui a notamment beaucoup travaillé sur moi, je Le me rappelle. travail, en fait, elle est sociologue. Et Ouais, là, notamment, elle est à Dauphine aussi. Mais elle vient de faire, par exemple, un travail pour Alter Eco qu'on trouve, qui est sur les conditions de travail en France et qui montre que les Français, en fait, son gros truc, c'est de dire la réforme des retraites, arrêtez de nous ennuyer avec le fait d'allonger les cotisations et que les Français veulent pas travailler plus. Bah oui, mais en fait, on a un gros problème de conditions de travail en France. Et donc, elle a documenté ce truc-là. Voilà. d'accord. Mais elle avait fait aussi un truc sur le PIB et sur en gros, tous je trouve pas le mot, mais j'ai critères en Les tête. Mais indicateurs? indicateurs, voilà. En Ouais. gros, on avait les mauvais indicateurs pour calculer les bonnes choses dans une société qui serait, du coup, pas celle actuelle, quoi. Je me Oui. rappelle que j'avais discuté avec elle là-dessus à l'époque où je travaillais avec Manon. Mm. On l'avait fait venir sur un direct. Pardon, je t'ai coupé sur Dominique Méda, donc Non, non, mais c'est elle important. t'a mis la piste. Non, mais c'est important de connaître Dominique Méda parce que c'est une des grandes personnes, quoi, des grandes intellectuelles aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Et en fait, on a discuté un jour à Dauphine et elle me dit, ah, tu devrais lire les leçons du Collège de France de Foucault. Tu vas voir, il racontait quelque chose qui était assez intéressant en 79. Et moi, je l'avais lu quand j'étais étudiante, mais je me souvenais pas de ce truc-là. Et en fait, ça part vraiment de là. Donc Michel Foucault, qui est philosophe notamment le philosophe du pouvoir pour moi, mais il n'a pas fait que ça, et la biopolitique. Et en fait, c'est hallucinant. En 1979, il fait des leçons au Collège de France qui sont enregistrées et qui ont fait l'objet d'un bouquin en 2007. Enfin, c'est vachement émouvant parce qu'on a tous les détails des leçons et tout. Et en fait, il dit l'État est en train de complètement se transformer. On est dans les années 70. Hein. Donc, c'est le début du libéralisme. Et lui, il observe ça, il dit l'État est en train de profondément se transformer. On va passer d'un État hyper interventionniste, planificateur, qui nous a fait de la protection sociale, des services publics. C'est vraiment ça, quoi, l'État après la Seconde Guerre mondiale. Dit là, l'État est en train de se transformer, mais attention, l'État ne va pas du tout disparaître. Il va être aussi actif qu'avant, mais il va se mettre au service du marché. Et donc, au lieu d'être au service des citoyens, il nous dit
L'État va être extrêmement vigilant, il ne va pas disparaître, mais plutôt que d'aider, de protéger les citoyens, plutôt que de continuer à construire des services publics, l'éducation, l'hôpital, comme tout ce qu'on a fait au sortir de la guerre, l'État va se tourner vers le marché. Et il a cette intuition en 79 qui va complètement se confirmer avec l'arrivée de Reagan aux États-Unis, de Thatcher en Angleterre. Nous, c'est Raymond Barre qui va personnifier ça, puis Balladur dans les années 90, puis après avec l'arrivée définitive de Sarkozy, Hollande, Macron, quoi. Et donc, voilà, il dit ça. Il le dit parce qu'il a lu Walter Lippmann, qui a écrit des choses dans les années 30. Il a lu tout ce qui a été écrit par les membres de la Société du Mont Pèlerin en 47. Ça, je pourrais revenir là-dessus. Donc, il connaît la philosophie du nouveau libéralisme. En fait, il dit en gros, on va se débarrasser de l'État très interventionniste, l'État keynésien, en fait. Mais on va avoir un nouvel État qui va mettre en place un nouveau régime, qui est un nouveau libéralisme. Et donc, il y a des gens qui appellent ça le néolibéralisme. Mais c'est une nouvelle forme de libéralisme. Et en fait, cette philosophie-là, c'est hyper intéressant, elle a été élaborée dans les années 30 par notamment Walter Lippmann, qui est un Américain, mais qui va faire une conférence à Paris en 1938, qui va impressionner pas mal de gens, et en 1947, il se retrouve de nouveau en Suisse. Et en gros, l'idée de base, elle n'est pas complètement mauvaise, hein. Elle est de dire, le libéralisme tel qu'on l'a connu au 19e siècle et jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la main invisible du marché, c'est absolument néfaste. C'est ça qui a mené à l'autoritarisme et au nazisme. Et donc, ils acquiescent l'idée que le marché, la main invisible, le marché ne s'autorégule absolument pas et que ça ne peut pas fonctionner tout seul. Et ce qui est intéressant, hein, vraiment, dans les années 30, c'est qu'ils se disent c'est ça qui a créé la violence parce qu'il y a eu tellement d'inégalités, il y a tellement eu peu de redistribution que, en fait, ça a créé des fortes tensions sociales jusqu'au rejet total et au nazisme. Mais ces gens-là se méfient encore plus du socialisme et de la planification. En fait, ils partent d'une bonne idée, mais leur ennemi absolu, c'est le socialisme et la planification parce qu'ils ont peur d'un État qui se mettrait en travers du marché. Parce qu'en fait, ils croient fondamentalement que le marché est le meilleur alloueur des ressources. C'est en faisant de l'offre et de la demande toute bête qu'on va avoir la meilleure allocation des ressources. Donc l'État, le seul rôle qu'il doit avoir, c'est de s'assurer que le marché fonctionne bien. Et donc, ces gens-là, dans les années 30 et 40, vont élaborer un corpus d'idées. C'est pas vraiment une théorie, mais un corpus d'idées qui consiste à dire il nous faut un État très actif, une forte action publique. Il faut mettre les moyens, mais ces moyens-là, c'est surtout pas dans la planification, parce que si l'État décide, il ne saura pas faire. En fait, il croit fondamentalement que le marché, c'est mieux que l'État, mais que l'État doit se mettre au service du marché. L'État devient le régisseur de marché. Et donc ça, en 1947, ils élaborent cette idée-là. Ils sont 39, dont une femme. C'est intéressant. Qui était cette femme ? C'est Sisley Wood. Oh là 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 là, j'ai oublié son nom. C'est dans le livre. Sisley Wood, je crois. Enfin, il y a Wood dedans, pardon. Excuse-moi, Sisley, parce que c'est vraiment. Enfin, t'étais la seule femme, quoi. Bah ouais. Donc, mais ils étaient tous d'accord. Et alors non, ils n'étaient pas tous complètement d'accord les uns les autres. Évidemment, ils s'engueulaient un petit peu. Il y avait des gens plus ou moins teigneux. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça s'est passé au bord du lac Léman. C'était absolument superbe hein, comme cadre. L'hôtel existe encore. Il y a encore l'histoire et j'y suis allée en fait l'été dernier, donc c'était rigolo.
Et donc, Sisley et les 38 autres personnes partent de Suisse et se disent, OK, en fait, il y a des chances que ça marche pas tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la Société du Mont Pèlerin, ce qui sont sur le Mont Pèlerin. Et on va essayer d'influencer en fait, de créer un tissu d'influence, un réseau le plus large possible. On sait que ça marchera peut-être pas en 2-3 ans, mais on va mettre des gens qui sont like-minded, qui pensent comme nous, partout dans des postes clés. Et ils le font tellement bien que la Société du Mont Pèlerin, elle existe encore aujourd'hui, qu'il y a plusieurs prix Nobel d'économie, des premiers ministres, Luigi Einaudi en Italie, des politiques, des leaders de gouvernement, qui ont fait partie de cette Société du Mont Pèlerin et qui ont, eh bien, mine de rien, en étendant ce réseau d'influence, ont infusé des idées comme ça dans les années 50, 60, 70. Et là, ils gagnent en fait en 70. C'est par exemple, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête que Milton Friedman, donc qui est complètement dans cette lignée-là, il n'est pas du tout majoritaire au moment où il parle. En fait, quand il élabore, lui, sa théorie, il est reconnu en tant qu'économiste, mais sa théorie, elle n'est pas du tout appliquée quand il l'élabore. Milton En Friedman, 60. c'est celui qui a fondé l'école de Chicago, etc., aux États-Unis, qui notamment a participé à tout ce qui a été contre-révolution en Amérique latine, Pinochet, etc. Tout ça, c'est sa pensée à lui de on fait de l'anticommunisme en poussant partout le marché contre les alternatives socialistes qui pouvaient émerger à droite et à gauche, quoi. Ouais, Ah bah tu ouais, vois, ouais, on a Nicolas qui l'a retrouvé, c'est Cicely Wedgwood. Wedgwood, voilà, Voilà. merci beaucoup. Merci Merci Nicolas. Nicolas, et merci pour Sisley. Et donc, ouais, non, Milton Friedman, pour celles ou ceux qui ont fait de l'économie, ils sont obligés d'avoir entendu ce nom-là, quoi. On travaille sur Keynes et on travaille sur Friedman, c'est des gens qui sont pas du tout d'accord. Et Et d'ailleurs, si vous n'avez effectivement, pas fait d'économie, il y a le super documentaire de Naomi Klein, La stratégie du choc, qui explique très bien l'école de Chicago et Milton Friedman. Vous pouvez le retrouver, il est sur YouTube assez facilement, il est disponible. Donc, voilà. Je crois que je cite, en tout cas, non, c'est pas ce docu de Naomi Klein que je cite dans le bouquin, mais je mets plein de références de documentaires, de séries, de films qui peuvent aider à comprendre des mécanismes économiques. Et donc, en fait, pour revenir à Foucault, lui, il a compris parce il a lu Walter Lippmann, il a lu ce qu'on appelle le débat Dewey-Lippmann des années 30. Il a compris en fait que probablement il y avait un corpus d'idées qui n'était pas du tout pour la planification. Enfin, ça, on les suivait en fait. Ces gens-là, comme tu dis, c'est les Chicago Boys en fait dans les années 70. Enfin, il faut toujours leur dire quoi. C'est des gens qui ont aidé Pinochet à arriver au pouvoir et qui ont mis en place les politiques économiques de Pinochet, quoi. Donc bon, évidemment, Foucault, il était complètement conscient de ça et il voit le truc arriver. Et il voit vraiment comment est-ce que ces idées sont en train ont gagné en fait avec la crise pétrolière. Donc la crise pétrolière, c'est 73-74 et c'est cette crise qui va sonner le glas de la fin de Keynes, de l'État planificateur, l'État qui peut intervenir quand on a un problème de chômage, qui va faire justement qui va faire de la politique budgétaire, c'est-à-dire qui va aider, qui va essayer de perturber le marché pour booster en fait l'activité économique. En fait, avec la crise pétrolière, plus personne n'y croit parce que la crise pétrolière, c'est un truc qui est tellement violent, qui a tellement rien à voir avec ce qu'on connaît jusqu'ici, parce que en gros, c'est une augmentation subite des prix du truc dont on a le plus besoin pour produire, c'est-à-dire l'énergie. En fait, c'est un choc qui vient tellement de nulle part, entre guillemets, parce que c'est d'où ça vient, mais que ça met complètement à mal tout ce qu'on savait faire jusque-là. Bon, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre, nous, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut être optimiste, parce que c'est dans ce genre de gros, énorme bordel, énorme crise,
qu'on remet complètement en question les idées, quoi. Mm, mm, mm. Et donc, voilà. Et du coup, Foucault, il observe ce truc-là arriver. Et Dominique Mesdames dit, bah, tu devrais lire ça, je pense que ça pourrait te donner une intuition. Donc, pardon, j'ai été hyper longue, mais en fait, l'intuition que j'ai à ce moment-là, c'est de dire, peut-être que tous les gens à qui j'ai parlé, ils ont cette intuition-là. En fait, ils l'ont observé. Ils ont observé qu'on a un État, une action publique qui s'est tournée progressivement vers le marché, vers les entreprises, vers les banques, plutôt que vers la protection sociale et les services publics. Et donc voilà, l'objectif du bouquin, ça a été d'aller chercher des données qui pouvaient essayer de documenter cette transformation-là. Donc j'ai commencé en 1945 et je finis en 2021. J'ai des données budgétaires et monétaires, c'est-à-dire que je regarde le Trésor, comment il lève les impôts, comment on fait des dépenses publiques, vers qui, vers les ménages ou vers les entreprises, qui est-ce qui paye les impôts, est-ce que c'est plus les ménages, est-ce que c'est plus les entreprises, et aussi je regarde un acteur public qu'on ne regarde pas en général, qui est la Banque de France. Donc j'ai une phrase dans le bouquin. Et alors pourquoi la Banque de France ? Justement, j'ai une phrase dans le bouquin qui est franchement, tout le monde s'en fout de la Banque de France. Ma mère, Moi mes le copines premier, et Arnaud. je sais Voilà. même pas à quoi ça sert réellement tout de suite. Ouais. En général, en fait, la Banque de France, quand on me pose la question, le premier truc que je dis, c'est qu'il y a 10 000 personnes qui travaillent pour la Banque de France. Qu'est-ce qu'ils font, les 10 000 personnes? Puisque aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle la Banque Centrale Européenne et qui gère la monnaie commune, l'euro. Donc, qu'est-ce que fait cette Banque de France? Bah, en fait, c'est tout simple. La Banque de France, elle existe depuis 1800. Elle est publique depuis 1945. Et même si elle a vachement changé de mission, finalement, avec l'euro, finalement, c'est toujours elle qui opère tout ce qui est politique monétaire en France. En fait, elle est juste membre. Ce qu'il faut plutôt comprendre, c'est que la Banque Centrale Européenne, c'est une espèce de grosse coquille dans laquelle il y a 6 membres permanents, vraiment 6 personnes permanentes. Et sinon, c'est toutes les banques de France nationale, donc, enfin les banques centrales de chaque pays. de la France et de chaque pays, qui va siéger une fois par mois. Ils se réunissent et ils décident ensemble ce qu'ils vont faire. Et du coup, Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, il va une fois par mois à Francfort, il prend des décisions de façon collégiale avec les autres, et quand il revient, il donne les ordres de façon caricaturale pour faire exactement ce qu'ils ont tous décidé ensemble au niveau français. Et est-ce que ça veut dire que la BCE, du coup, n'a pas de... Enfin, il y a quand même des fonctionnaires européens à Francfort qui font encore autre chose? Ou c'est que les banques nationales de chacun des pays qui met en application les décisions? Ou il y a encore quand même une structure au-dessus? Non, il y a une énorme structure. En fait, quand je dis ils sont 6 membres permanents, il y a 6 personnes permanentes au Conseil des gouverneurs, donc ceux qui se parlent une fois par mois et qui vont décider, en gros, le prix de l'argent, quoi, le taux d'intérêt. Mais après, il y a plus de 10 000 personnes, je ne sais plus si ce n'est pas 15 ou 20 000 personnes qui travaillent à Francfort, mais dont une énorme batterie d'économistes, en fait, qui font des prévisions dans tous les sens, c'est pas que des prévisions. Ouais, mais même qui essayent de comprendre, c'est eux qui ont sorti là récemment le fait que oui, il y avait une boucle prix-profit. D'accord. Et je peux te dire que quand des économistes d'un endroit aussi conservateur te disent oui, en fait, pardon, mais il y a vraiment une boucle prix-profit, c'est-à-dire que en fait, l'inflation, elle est probablement beaucoup liée à des marges d'entreprise qui ne sont pas réduites, voire qui ont augmenté. Là, les gens les écoutent. Donc, en fait, ils servent à quelque chose. Et en même temps, ça donne la réponse qu'a donnée Bruno Le Maire à Apolline de Malherbe ce matin, où il dit normalement, il doit y avoir il y a une baisse de l'inflation. Je veux pas que les entreprises fassent du profit sur l'inflation, en jouant là-dessus. Oui, il joue le... Sans en donner les solutions bonnes, c'est-à-dire bloquer les prix, forcer réellement les entreprises à faire. Mais est-ce que c'est en partie parce que des trucs comme la Banque Centrale Européenne a dit, en fait, oui, il y a quand même un lien entre le prix et les profits. Est-ce que du coup, lui, il est obligé de se relier à ça?
Ah oui, en fait, il peut pas. Autant quand on l'interrogeait sur les super profits et taxer les super profits en septembre, il disait quoi, les super profits, je sais pas ce que c'est. Là, effectivement, quand il y a une autorité qui dit si, si, on a un vrai problème de prix salaire, de boucle prix-profit et les marges des entreprises, pas toutes, hein, mais en Mm, fait, il y mm, a mm, certaines mm, grosses entreprises qui s'en sont vraiment mis plein les poches, bah, il peut pas aller contre. Ouais. Donc voilà. Et du coup, moi, je m'intéresse à ce que fait la Banque de France. Euh, En fait, le boulot de la Banque de France, c'est de financer, enfin, de mettre de l'argent dans le circuit économique, mais via du financement. En fait, elle prête de l'argent à la fois aux entreprises et au gouvernement. Mais ça, elle le fait que depuis 10 ans. En fait, elle l'avait complètement arrêté. Et voilà, je vais peut-être revenir là-dessus après, mais le boulot aujourd'hui de la Banque de France, vraiment pour le dire très simplement, d'abord, elle va à Francfort. Avec ses autres potes, ils disent, OK, quel est le prix de l'argent, quel taux d'intérêt on doit mettre dans notre économie. Donc là, les taux ont vachement augmenté. Je ne sais pas enfin, s'il y a des gens qui ont fait un crédit récemment, ils s'en sont rendus compte. Ça, c'est leur boulot. Mais après, il y a un boulot, une toute nouvelle mission depuis une dizaine d'années, qui est un vrai retour à ce qu'on faisait dans les années 60, qui est vraiment la Banque de France mais des milliards dans l'économie française Et et alors, elle comment elle fait? finance directement. Comment elle finance directement? Est-ce que par exemple, je sais pas, moi je suis patron d'une TPE PME, je peux aller voir la Banque de France et leur dire j'ai besoin d'un nouveau tracteur pour faire un chantier, je sais pas, je suis maçon, j'ai besoin d'un tractopelle. Est-ce que je peux aller voir la Banque de France pour demander de l'argent pour un tractopelle? Est-ce que c'est ça concrètement qui se passe? Non, c'est pas exactement ça, mais presque. Alors non, c'est pas ça. En fait, si tu as besoin d'un crédit, tu vas plutôt aller à ta banque et c'est ta banque qui va bénéficier des financements éventuellement de la Banque de France. En fait, ça va être comme ça. Et en fait, je vais revenir sur cet exemple-là. L'exemple le plus facile à comprendre, c'est plutôt que la Banque de France, elle achète des obligations sur les marchés, sur le marché boursier français, c'est-à-dire un titre financier qui est émis par des entreprises qui sont quand même plutôt grosses. Donc c'est pour ça que ton exemple-là, il va pas marcher parce que la personne, l'agriculteur, il émet pas du tout d'obligations. Il faut déjà être une assez grosse entreprise. Mais la façon la plus directe qu'elle fait, c'est ça. C'est que quand Renault, Total, Sanofi, L'Oréal, mais aussi Daimler, Benz, Volkswagen, C'est qui ça? émettent, c'est des Allemands, quoi, Volkswagen, Volkswagen, je vois les deux BMW, autres, les autres, je voyais pas qui c'était. Daimler, non, alors c'est peut-être qu'il s'appelait Daimler avant et c'est CBM, quoi, c'est BMW. D'accord. Ou Mercedes, peut-être. Non, Daimler, Ok, c'est ouais. Mercedes, Ok. Benz, Daimler, je sais Ouais, plus. ça tourne autour de la voiture, quoi. Voilà, ça tourne autour de la voiture. Bon, donc c'est plutôt des énormes entreprises. Ouais. En fait, elle va consacrer une part de son portefeuille, donc c'est un investisseur, en fait, elle va aller prêter de l'argent à ces entreprises-là. Et en prêtant de l'argent à ces entreprises, en fait, elle met de la liquidité sur le marché, donc elle rend le financement plus facile. Tu vois, plus tu as de l'argent, plus t'as des gens qui sont prêts à prêter, bah, moins le financement va être cher. Et en Ouais. gros, c'est ça le truc, c'est que dès qu'elle veut durcir les conditions, elle arrête de financer. Et quand elle veut assouplir les conditions de financement, elle finance. Ok. Et pour revenir à ton tractopelle, en fait, ce qu'elle va faire aussi, c'est qu'elle va aider à fond les banques en leur facilitant des conditions pour que les banques elles-mêmes se financent auprès de la Banque de France. Et du coup, après, elle ne met pas trop de conditions. Elle ne dit pas aux banques, OK, je vous aide, mais vous êtes... Elle a commencé à en mettre un peu des conditions sur si je vous aide, vous êtes obligé d'aider les autres. Ok, donc, mais par contre, ça veut dire que pour les banques, typiquement, c'est pratique parce que ça veut dire que c'est du prêt où même la banque, elle sait qu'elle peut prêter cet argent à moi, par exemple, qui veut acheter mon tractopelle, et que si, par exemple, ma boîte se casse la gueule et que je peux pas rembourser l'emprunt, etc., l'argent est plutôt sûr parce qu'il est prêté directement par la banque centrale. Non, c'est pas comme ça. Non, 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 sinon ce serait... Non, 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 on n'est pas du tout... On pourrait faire ce genre de choses, hein. C'est du prêt garanti, en fait. Ça, c'est du prêt garanti par l'État, tu vois. Ce que tu D'accord, viens de dire, c'est ok, exactement du prêt garanti par l'État. ok. Et le prêt garanti par l'État,
En fait, la Banque de France, elle a aidé effectivement à faire du prêt garanti par l'État Ok. pendant le Covid. Donc, ce que tu viens de dire a effectivement existé, mais c'est vraiment dans des périodes mais super tendues quoi, qu'on Ouais, va faire ouais, ça. ouais, 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 ouais. Mais tu as raison, en fait, ça peut exister. Le truc plus simple, c'est surtout que la BNP, la Société Générale, elles vont vraiment, ce qu'on appelle la fenêtre d'escompte, elles vont vraiment se financer auprès de la Banque de France. Et en fait, la Banque de France va leur dire, bah, ce mois-ci, je vous prête à des conditions beaucoup plus faciles que le mois dernier. Et donc, bah, BNP et Société Générale devraient elles-mêmes être plus faciles avec toi si tu as besoin si t'as besoin d'argent. En D'accord. fait, c'est plutôt comme ça que ça se C'est passe. plutôt en mode j'accepte ou enfin, t'as un taux d'intérêt plus ou moins élevé ou j'accepte pas ton emprunt, quoi. Ouais, et du coup, tu vois, c'est vraiment c'est un bon exemple parce que ça, c'est vraiment basé sur le marché. Tu vois, le principe là, c'est pas Bercy ou la Banque de France qui dit à Société Générale ou à BNP, va aider Mathieu. C'est je te fais ta vie la plus facile du monde, je voudrais que tu prêtes à l'économie, donc je te facilite la vie, mais après, c'est à toi de décider si tu veux prêter à Mathieu, à Manon, à Anne-Laure ou à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ça la philosophie aujourd'hui, c'est qu'en fait, on va plutôt juste lubrifier le marché, faire en sorte que quand ça se tend, alors que ça ne devrait pas se tendre, on facilite, mais c'est à la banque de décider. Et en fait, dans les années 60, c'était pas du tout ça. C'était Bercy qui donnait des ordres à la Banque de France et qui disait, tu vas aider, alors peut-être pas Mathieu directement, mais tout le secteur agricole. Mm. En fait, D'accord. tu vas aider tout le secteur agricole, c'est-à-dire que soit tu vas prêter vraiment directement de l'argent aux agriculteurs, soit tu prêtes de l'argent au crédit agricole, parce qu'on sait que le crédit agricole, de toute façon, il leur prêtera à eux. Donc c'était beaucoup plus, il y avait vraiment des canaux de financement Ouais. du public vers le privé. Là aujourd'hui, c'est les gars, on vous aide, et après, Dieu vous aidera, quoi. Enfin, Donc faites ce en que vous voulez. fait, je vois dans le chat, il y a tout un tas de personnes qui ont mis ouais, en fait, aujourd'hui, il y a ils utilisent les termes de désarmement de l'État, désengagement, etc. Toi, en fait, ce que tu veux montrer, c'est pas du tout. C'est Non, juste non, au que contraire. ils ont réorienté le truc. C'est plus Ouais. l'État qui décide de qu'est-ce qu'il fait, c'est le marché qui décide et l'État il met tout ce qu'il peut pour aider. Mm, Et même il en met de plus en plus pour aider. mm, Et mm. alors du coup, est-ce que c'est ça le néolibéralisme? Exactement. En fait, là, il y a vraiment un énorme malentendu qui est documenté par les données, c'est que l'État intervient davantage aujourd'hui qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quand on était en pleine reconstruction. Donc, désengagement, désarmement, c'est absolument faux. L'État est là, il lève beaucoup plus d'impôts, beaucoup plus de cotisations sociales, il distribue beaucoup plus d'aides publiques, mais je vais revenir là-dessus. Et surtout, aujourd'hui, depuis 10 ans, en fait, la Banque de France met 2 fois plus d'argent dans l'économie que ce qu'elle faisait pendant les années 60, en pourcentage du PIB. Hein. Donc, proportionnellement à la richesse produite, elle met 2 fois plus aujourd'hui que quand, en fait, on était en train de planifier. Donc, vraiment, Et enfin, il me qu'à semble que l'époque, il fallait tout reconstruire, il fallait refaire des villes entières parce qu'elles avaient été détruites par la guerre, etc. Donc il y avait de et qu'il fallait l'investissement qui se voyait industrialiser. et qu'il fallait Et qu'il fallait, industrialiser, etc. il fallait industrialiser. Et on était dans les 30 glorieuses avec un taux de croissance de 6% par an. Donc, enfin, ça Mais construisait dans du tous les coup, sens, construire. là, tu dis qu'en fait, l'État a plus de sous, qu'il en dépense plus qu'avant, Mm. sauf que personne le voit, ça. Tout le Bah, monde a si, l'impression que c'est justement. l'inverse, en fait. Toi, tu le vois parce que tu le démontres, etc. Mais dans la vie concrète des gens, on ne voit pas plus d'écoles, pas plus d'hôpitaux, pas plus de logements sociaux, pas plus d'usines qui se construisent, qui pourraient être financées par l'État, etc. C'est même l'inverse qu'on voit. Où va tout l'argent qu'ils prennent en plus? Où il se retrouve cet argent-là? Hein? Où va l'argent? On demande à Agnès Voilà, Molinier ou Agnès Verdier-Molinier, qu'est-ce qu'on Verdier. fait de notre argent, dis Mais donc? où va l'argent? Bon, eh ben, je peux te dire qu'il y en a qui le voient, l'argent, mais c'est pas nous. En fait, donc non, non, tu as tout à fait raison. Il n'y a pas eu un.
peut pas dire qu'on a arrêté de donner de l'argent aux hôpitaux publics, aux universités et à l'école et à tous les services publics et à la protection sociale. Ce serait hyper mensonger de dire ça. On en donne beaucoup, mais en fait, proportionnellement, tout ce surcroît d'intervention publique que je viens de te décrire, eh bien, une énorme partie, au lieu de financer justement la protection sociale, les services publics, qui sont de plus en plus coûteux en fait au fur et à mesure qu'on sophistique tout, et puis surtout qu'il y a des maladies qu'on peut guérir, etc. Au lieu d'aller vers là, en fait, ça s'est tourné petit à petit vers le marché, c'est-à-dire vers les entreprises. Et la meilleure illustration de ça, c'est les aides publiques aux entreprises, qui en fait ont augmenté considérablement depuis 40 ans. En fait, alors, ça, accrochez-vous, mais c'est vraiment important de le comprendre. Vas-y, au pire, je te coupe si je comprends plus au bout d'un moment. Vas-y. Voilà. Allez, le premier chiffre, c'est 190 milliards. Depuis 2010, l'État consacre 190 milliards par an en moyenne pour aider les entreprises. 190 milliards. Petite et moyenne et grande, tout compris. Ouais. Okay. Ah ouais, mais probablement plus aux grandes qu'aux petites. Ça, je suis pas capable de vraiment l'affirmer, mais il y a plein de choses qui font penser que. Et voilà, je vais te dire pourquoi il y a plein de choses qui font penser que. Parce que 190 milliards, c'est une moyenne depuis 2010. Mais en fait, là, ça n'a pas arrêté d'augmenter. Et aujourd'hui, on est à 270 milliards. Alors, les milliards, c'est des trucs qui. Mais souvenez-vous que pour les Gilets jaunes, on a réussi à mettre 10 milliards sur la table. Là, on est à 270. Donc, ça n'a rien à voir. Le 170 milliards, pardon, 190 milliards, l'éducation nationale, je ne veux pas dire de bêtises, mais faudrait que j'ai des choses un peu plus précises en tête, mais disons que l'éducation nationale, c'est 50 ou 60 milliards par an. Si quelqu'un veut faire le fact-checking, je veux bien là maintenant. Allez chercher le chat, j'ai pas le temps. Mais par contre, on peut prendre la réforme des retraites, la nécessité d'économie de 12 milliards. Voilà, 12 milliards, globalement, c'est à peine, c'est 10 fois moins que toutes les aides qu'on file aux entreprises par an en 2010. Parce que maintenant, ça t'a dit c'était 270 milliards. Voilà. Okay. Alors, la réforme des retraites, c'est un super exemple. La réforme des retraites, on nous dit faillite, tout va s'effondrer, ce qui n'est pas vrai. On a quand même bien travaillé pour dire que ce n'était pas vrai. Mais on a besoin de 12 milliards. Et ces 12 milliards, la seule façon, mais vraiment la seule façon dont on peut les trouver, c'est que vous allongiez votre temps de cotisation. Donc, vous sacrifiez 2 ans de vie. Désolé, mais on n'a vraiment pas le choix. Ah non, en fait. Le choix qu'on avait, c'est que les retraites, c'est financé avec des cotisations sociales. Pour tous ceux et celles qui travaillent, ils payent des cotisations sociales. On n'est pas content parce que c'est la différence entre le brut et le net. Et souvent, on se dit, bon, et je peux vous dire que pour avoir vécu dans des pays où il n'y a pas de protection sociale, en fait, ça coûte beaucoup plus cher de le faire autrement. Et bien, ces cotisations sociales-là, en fait, c'est Balladur qui a commencé, mais ce que je vois dans les données, c'est que ça s'est vraiment accéléré à partir de 2010. En fait, ces cotisations sociales, elles sont officiellement à un certain taux, mais il y a plein d'exonérations. Et c'est là où va l'argent public, en fait. C'est que il y a plein d'exonérations sociales, donc des exonérations de cotisations sociales, et c'est là que les retraites, c'est un super exemple, parce que, ah bon, il faut qu'on rallonge de 2 ans? Mais pourquoi est-ce qu'on ne remet pas en question juste une petite partie des exonérations? Parce que on avait besoin de 12 milliards, donc on n'a pas besoin de remettre en question même toutes les exonérations sociales qui ont été mises en place. Par exemple, celles sur les entreprises qui emploient au SMIC et qui font qu'en fait on laisse les gens au SMIC parce que ça coûte moins cher à l'entreprise, parce qu'il n'y a quasiment pas de cotisation sociale sur un salarié au SMIC. Oui, c'est l'effet, le fameux effet cliquet, là, où en fait, plus personne. Enfin, si tu es juste en dessous du SMIC, pardon, tu vas être en dessous du SMIC, mais tu peux pas. Le CICE, c'était ça, en fait. Le contrat impôt. Compétitivité et emploi. Qui a été transformé en exonération sociale, donc là, en 2020. En fait, c'est exactement ça, c'est qu'on va faire des exonérations sociales en dessous de salaire inférieur à 2,5 fois le salaire minimum, donc le SMIC. Et ça, c'est 20 milliards par an.
Bon, bah, peut-être qu'on peut en prendre deux de ce côté-là, déjà. Et ça, c'est le CICE, c'est Hollande qui le met en place. Et c'est 20 milliards par an. Euh, donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que on va avoir le CICE d'un côté, le CIR, l'impôt crédit recherche de l'autre, crédit impôt recherche, donc des crédits d'impôt, c'est que je paye mes impôts et après, on me rend une partie de mes impôts. C'est ça un crédit d'impôt. Un autre truc, par exemple, qui est complètement hallucinant, c'est ce qu'on appelle le régime société mère-filiale, qui coûte 20 milliards par an à l'État et qui permet aux entreprises qui ont des filiales à l'étranger, donc des multinationales, dont le siège est en France, d'exonérer les dividendes que les filiales lui, lui versent. Pourquoi c'est scandaleux? C'est qu'en fait, c'est une façon déguisée de faire de l'optimisation fiscale. En fait, moi, je suis une société française, mon siège est en France. Je vais placer quelques filiales dans des pays à très faible imposition, donc le Luxembourg, l'Irlande. Du coup, je vais transférer mes profits artificiellement vers ces filiales-là. Et après, je les ferai revenir sous forme de dividendes et je ne paierai pas d'impôts grâce à ce régime de société mère-fille. Donc, il y a plein. Mais alors, si tu commences à attaquer ça, Tu en y fait, passes la soirée. non, mais si tu commences à attaquer même le principe de ce régime-là, tu vas te taper tous les lobbies industriels de multinationales qui vont dire ah, mais non, double imposition, mais vous voulez nous tuer, etc. Et en fait, moi, ce que je voudrais faire dans le bouquin, c'est que ça, il me semble que c'est pas très compliqué à comprendre. Alors peut-être que je me fais des films, mais j'ai l'impression que ça, c'est pas très compliqué à comprendre en fait. Mais que plus les gens le comprennent, plus les gens disent, mais attendez, en fait, ce truc-là, il sert à rien. Il sert juste à protéger des rentiers, protéger des détenteurs de capital. Mm, mm, mm. Attendez, sur ces 20 milliards, on pourrait pas, encore une fois, en reprendre deux et les mettre autre part. Les mettre dans la scope, dans les Par sociétés exemple. scope, Ouais. réduire le taux d'imposition de ta librairie, là, par exemple. Ouais. Non, ça, on le fait pas. Ok. Et donc, alors, en plus de tout ça, toi, tu rajoutes une. Tu lis toute cette question-là à un truc beaucoup plus politique, qui est la crise démocratique actuelle. Et en gros, tu dis, tu fais rapidement le lien entre l'intervention publique, soit sur les questions d'exonération, etc., soit sur la vision monétaire, la banque centrale, etc. Et tu lis ça à la crise démocratique. Et en fait, est-ce que la manière dont les gouvernements, mais d'autant plus celui de Macron quand même, euh, euh, ne serait pas, enfin son rapport à la démocratie, etc., ça serait pas un peu la caricature de ce que seraient des néolibéraux actuels en fait? Est-ce qu'on n'aurait pas en France en fait la plus grosse caricature de néolibéraux du monde qui s'applique et qui du coup en trahit même les fondements démocratiques de notre société, quoi? Ah, il y a plein de trucs dans ta question. Et premièrement, j'adorerais te dire qu'on est les pires néolibéraux du monde, mais je peux pas parce que en fait, ce travail, il était assez énorme à faire parce que, par exemple, les niches fiscales, personne ne les avait jamais collectées. Ok. Et donc, en fait, il faudrait faire ça. Pour faire une comparaison internationale, il faudrait le faire pour tous les pays. Et Ouais. en gros, ça a pris entre 6 et 9 mois de boulot déjà. Donc après, je vais essayer de faire ce projet-là pour après, c'est une extension. Mais j'adorerais pouvoir te le dire. Il y a deux hypothèses, hein. Soit tout le monde est pareil. Et en fait, ce qui est possible, hein, parce que Lippmann, il était américain, Friedman, il était américain, Thatcher, Reagan, tu vois, enfin. Donc, soit tout le monde est pareil, soit il y a une autre hypothèse qui est peut-être qu'on est un peu pire parce que nous, on avait cette tradition d'intervention, en fait. On avait déjà une grosse tradition avec la planification d'aider beaucoup enfin, de- euh, d'être très proche du circuit économique. Et en Voilà. même temps, les Américains, le New Deal, c'est aussi de la planification. Ils ont eu cette Ah oui. tradition planificateur eux aussi, d'une certaine manière. Ah oui, oui, non, mais ils ont, en fait, enfin, les États-Unis, c'est dans les années, au sortir de la guerre,
il faut se souvenir que le taux marginal d'imposition maximal aux États-Unis, il Alors est ça, va falloir que il tu est expliques ce que 90. ça veut dire. Ouais, je vais l'expliquer, mais c'est 90%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au-dessus d'un certain seuil de profit, en fait, tu donnes 90%. Donc attention, le taux marginal, ça veut dire que si par exemple je me fais 100 millions de profit, jusqu'à 80 millions, je vais payer, tu vois, jusqu'à 20 millions, je vais payer 10%. Jusqu'à 30 millions, je vais payer 25%, blablabla. Mais à la fin, les derniers, eh ben, il y a un taux marginal supérieur qui est de 90%, c'est-à-dire qu'au-dessus de 70 millions, on prend 90%. J'ai dit 70, je ne sais pas, hein, mais Ouais, je vois l'idée. ce qui Ok. veut dire, c'est juste que, attention, les États-Unis, c'était un pays qui était très interventionniste, qui a complètement appliqué les recettes de Keynes, qui d'ailleurs, quand ils nous envoient le plan Marshall, c'est ça qu'ils ont en tête, hein. Le plan Marshall, c'est vraiment de l'intervention publique à fond pour relancer la machine, quoi. Mm, mm, mm. Euh, et donc le premier point, d'abord, c'est que je ne suis pas vraiment capable de dire si on est les pires du monde. Et ça, j'espère pouvoir te le dire dans quelques années. Je vais Et présenter. je te réinviterai pour me faire la conclusion de cette question. Voilà. Et à ce moment-là, tu auras 2 millions d'abonnés et moi, j'aurai vendu 2 millions de livres et on sera tous contents. Allez, bim, nickel. Voilà. Ça, c'est le premier point. Après, sur la crise démocratique et le fait qu'ils abîment la démocratie et que c'est probablement assez dans les fondements de du néolibéralisme, ça, c'est assez avéré, hein. En fait, Walter Lippmann, il dit un truc qui est très intéressant dans les années 30. Il dit, euh, dès les années 20, en fait, il a aidé Woodrow Wilson, qui est le président américain dans les années 20. Non, je dis des bêtises, c'est dans les années 10 qu'il est. Mais en fait, en tout cas, il aide Woodrow Wilson juste au sortir de la Première Guerre mondiale euh, à, euh, à remettre en place une action publique aux États-Unis. Et en fait, il se rend compte qu'il est hyper déçu. Euh, et il se rend compte que les sujets sont hyper complexes et que, en fait, tout ce qui est politique et démocratie, broie, c'est une machine à broyer l'expertise et les idées. Et en fait, de cette expérience avec Woodrow Wilson, au sortir de la Première Guerre mondiale, il sort une énorme frustration qui est, moi je savais, mais à cause de la politique, on a complètement dévoyé le plan initial. Et donc, il en sort une conviction qui est hyper dangereuse pour la démocratie, qui est les experts savent mieux. En fait, on peut faire. On peut pas. Le peuple n'est pas capable de comprendre la complexité du monde. Il le dit comme ça, hein. Le monde est devenu trop complexe pour que les gens à moitié éduqués, entre guillemets, puissent comprendre. Il parle de masse mouvante. C'est Barbara Stiegler qui l'explique bien dans son bouquin S'adapter. Et en fait, il dit, à partir du moment où le monde est trop complexe, mais par contre, il y a des gens qui savent, c'est les experts, il faut leur faire confiance, alors on va mettre en place ce qu'on appelle la bonne propagande. Il y a de la mauvaise propagande, c'est les nazis qui l'ont fait, et les communistes. Mais maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est de la bonne propagande. Et il est convaincu que les experts ne peuvent pas avoir des conflits d'intérêts. Que l'expert, c'est un sachant qui est juste là pour... il connaît ce qu'il faut faire pour le bien-être collectif. Et il les pensait experts, comment il les... Enfin, ma question c'est, est-ce que pour lui, les experts, c'est des économistes financés par le public, etc. Ou est-ce que ça peut être ce que nous, on connaît beaucoup plus maintenant, les cabinets de conseil, dont on a plus entendu parler, etc. Et comment lui, il conçoit dans le système les experts? Ouais. Est-ce qu'il a déjà théorisé l'externalisation quoi, C'est ça. de l'expertise Et par du des coup, cabinets de conseil? je reprends la question qui est dans le chat. En fait, qui valide les experts? Enfin, euh, Mm. c'est quoi le processus pour devenir expert? Est-ce que c'est de la recherche scientifique, issue d'un travail de questions-réponses, et donc, in fine, il y a quand même un biais démocratique
pour valider les experts, ou alors est-ce que c'est des structures privées qui doivent être les plus rentables possibles, donc avec des experts qui coûtent le moins cher possible mais qui sortent le plus de papier. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi sa vision de... C'est quoi le bon expert en fait? Alors, je suis pas assez experte, assez connaisseuse de Lippmann, mais je dirais, intuitivement, je pense pas qu'il ait vraiment répondu à cette question de privé-public. En fait, là où il a vraiment exprimé ses idées clairement, c'est dans un débat qui a eu lieu pendant toutes les années 30 entre Dewey, qui était un philosophe américain, et lui, Walter Lippmann. Et c'était justement sur le rôle de l'expertise. Et en gros, leur truc, c'était moins de dire comment les experts, d'où ils vont venir, comment est-ce qu'on va les valider, etc., plutôt qu'une opposition. Il faut voir ça, c'était il y a 100 ans. Hein. Donc, 100 ans, quoi. Je veux dire, c'est une ère moderne, ça ressemble énormément à ce qu'on a aujourd'hui et tout, mais enfin, quand même, on n'a pas encore réfléchi quoi, à tous ces trucs-là. Voilà. Ouais. Et en fait, ce qu'ils disent juste simplement, là où ils s'opposent radicalement, c'est vraiment pour le caricaturer, c'est que Lippmann dit non, les trucs c'est trop complexe, les gens peuvent pas comprendre, il nous faut des experts et j'ai entièrement confiance dans les experts. Et je peux pas répondre à la question de comment est-ce qu'on valide les experts, mais je crois, il me semble que si je comprends bien, lui ne remet jamais en question le fait que les experts puissent se tromper en fait. Mais après, il faut comprendre qu'on est dans les années 30, qu'on a un système universitaire qui est en train de se mettre en place, que les sciences sociales viennent de se mettre en place en fait. Tu vois, ça a à peine 50 ans. Donc, oui, il n'y a peut-être pas les débats que nous, on a maintenant vis-à-vis des experts et tout. C'était un autre monde, quoi. Peut-être que j'ai posé la question avec mon regard dans le 21e siècle, mais en fait, qu'à son époque à lui, la question ne se posait pas vraiment parce que expert ne voulait pas forcément dire ce qu'on en entend maintenant avec... on n'en a pas fait un métier à ce moment-là encore, peut-être. Ouais. Tu vois, c'est peut-être que c'est pas vraiment un métier. Je me trompe peut-être. Hein, il faudrait demander à un vrai spécialiste de Lippmann. Et en face, tu as Dewey qui dit, en fait, bah non. Moi, je crois au contraire que le monde est très complexe, mais qu'il n'y a pas de télos. Il n'y a pas une fin en soi que seuls les experts connaissent. Et en fait, la complexité, elle est buissonnante. Elle vient des gens, quoi. Mais c'est aussi des gens qu'on arrivera à résoudre cette complexité. Et lui, il est hyper influencé par la méthode des sciences sociales, qui est j'élabore une politique publique, par exemple. Enfin, tu vois, j'élabore une idée, je la mets en place, je la teste, je l'évalue, et je reviens et je la modifie. En fait, je vais la mettre en place. Je vais demander aux acteurs locaux comment est-ce que ça a marché. J'ai aussi des méthodes d'évaluation comme on fait aujourd'hui. Mon objectif, c'était de faire baisser les prix de tel produit. Est-ce que j'ai vraiment réussi? Est-ce que les gens me disent pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et je reviens. Et en fait, Dewey, il dit, non, ça ne peut pas venir du haut en permanence. Il faut qu'il y ait cette complexité buissonnante qui nous aide, quoi. J'aime bien cette expression. Donc, c'est plutôt ce débat-là. Et en fait, on voit bien qu'on est dans du Lippmann à fond aujourd'hui. Et ça, pour le coup, moi, je l'ai vraiment vécu quand j'étais dans les services du Premier ministre. Donc, j'ai pas du tout travaillé pour un cabinet. Allez, dis-le à vous. Ouais. Manuel Valls. Ouais, voilà. Non, pas du tout. J'étais dans l'administration, tout simplement parce qu'il y a un centre de recherche qui s'appelle le CEPI, et qui est financé par les services du Premier ministre. C'est de l'argent public, mais c'est un statut administratif. C'est un centre de recherche qui est connu pour les travaux sur le commerce international et la finance internationale. Okay. Et à ce moment-là, quand je rentre des États-Unis, j'ai eu un poste là. Et du coup, ça m'a donné un petit peu... j'ai vu un peu de l'intérieur comment ça fonctionnait. J'étais à la fois dans cette administration qui était un peu proche du service, enfin qui était proche des services du Premier ministre, mais j'étais aussi au Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique étant un conseil de 15 ou 16 économistes qui écrivent des rapports au Premier ministre, qui les lit ou qui les lit pas, qui les applique ou qui les applique pas. Ok. Et à ce moment-là, comme j'étais dans ce centre de recherche, j'étais tout le temps auditionnée au Parlement français, européen, mais aussi par plein d'endroits. Enfin, on s'est connus à ce moment-là, je pense. Oui. Ouais, moi j'ai connu Manon à ce moment-là. Ouais. Et en fait, j'étais hyper choquée par la parole d'expert, quoi.
En fait, il y avait un espèce d'entre-soi, mais hallucinant. Les gens remettaient pas du tout en question, ils déconstruisaient jamais la parole des experts. Les experts eux-mêmes étaient très sûrs d'eux. Alors que bon, bah, on sait tous que les sciences sociales, c'est un truc où voilà, faut évaluer en permanence. Et j'ai une phrase dans le bouquin qui est quand tous les experts sont d'accord, c'est qu'il y a un problème en fait. C'est que à un moment, tu vois, quand tout le monde est d'accord sur le diagnostic, c'est que personne n'a réfléchi. Je crois que c'est ça plutôt Ouais, c'est ça la ma phrase. citation. Ouais. Et Et, voilà. Et du coup, et alors, la question qui suit, c'est euh, ces experts, en plus de visiblement pas assez bien réfléchir et d'être dans cet entre-soi, etc., ils développent tout un discours euh, qui est qui n'est plus rationnel, mais qui a un objectif de propagande, comme tu disais, pour faire peur, pour mettre la pression. Et c'est le discours qu'on a, par exemple, sur la dette, qu'on entend. Ah, vous vous rendez compte, si la dette, ça va être terrible, il faut la mm, rembourser tout de suite, maintenant. Et d'ailleurs, tu dis dans le livre que même pendant la crise Covid, Bruno Le Maire avait commencé à expliquer que oui, on a filé des sous un peu comme ça pour sauver l'économie, mais il va falloir rembourser, donc préparez-vous, ça va être terrible après, quoi. Et en mm. fait, ce discours, il est aussi présenté par les experts, et du coup, il biaise complètement les processus démocratiques parce qu'il fait pas appel à la raison, et donc à aucun moment les citoyens sont en capacité de se réapproprier la question si la parole descendante est celle-ci, quoi. Et une parole qui fait peur et qui sort des logiques raisonnables, quoi. Ouais. Après, moi, d'abord, je ne sais pas si ça fait pas appel à la raison. Ça fait appel à la raison, mais à un seul type de raison. C'est plutôt ça, en fait. Je veux surtout pas, tu vois, qu'on tombe dans un truc complotiste. Ils savent qu'ils disent faux, mais en fait, ils défendent un truc. Non, non, moi, tous les gens que j'ai croisés, ils sont convaincus de ce qu'ils racontent. Enfin, vraiment, j'en Ouais, suis ouais. convaincue. Il n'y a pas de gens beaucoup. Il n'y a pas tant que ça de gens cyniques qui vont capables de te regarder dans les yeux et de dire non mais en fait les super profits on sait qu'ils existent et on veut juste pas les taxer parce que c'est nos potes. Jamais ils diraient un truc comme ça. C'est vraiment ils sont convaincus que là, dans l'exemple de toute façon taxer des profits ça va empêcher l'investissement, ça va désinciter à l'investissement. Enfin c'est ça le mécanisme. Et donc, moi, ce que je reproche davantage, c'est moins... Parce qu'il y a toujours un mécanisme qui est assez raisonnable. En fait, il y a toujours une justification. C'est pour ça que c'est si difficile de battre en brèche, parce que si tu vas sur un plateau télé et que tu dis un truc qui est contraire à la doxa, les gens vont te regarder et te dire ah, t'es vraiment tu fais n'importe quoi. Et en fait, bah, c'est pas si simple. Et il y a des moments, en fait, les données, justement, ça permet de vérifier si la doxa est juste ou pas. Et par exemple, l'inflation à 2%, les données, elles ne nous disent pas que c'est bien. Ce que nous disent les données, c'est que l'inflation doit être stable. Donc elle doit être à 5% ou 10%, mais en tout cas toujours la même dans un an, dans 3 ans ou dans 5 ans. Ça, on en est sûr. En revanche, te dire s'il faut que l'inflation soit à 2 ou à 5%, ça, c'est un choix politique. En fait, c'est ça, moi, ce que je veux dire, c'est la dette publique. La dette publique à 60, 80, 120 ou 150% du PIB, personne n'est capable de dire si c'est soutenable ou pas. En revanche, mais vraiment, je veux dire, le Japon, Ouais. ils ont une dette au-dessus, tout le monde le sait, on utilise tout le temps cet exemple-là. Ils ont une dette qui représente 250% de PIB et tout va bien. Il y a des conditions particulières, mais tout va bien. C'est un choix politique à un moment de défendre plutôt les créanciers que les débiteurs. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va défendre ceux qui prêtent à l'État. Donc on va leur dire, bon ben les gars des eaux, on est passé de 100 à 115 en 2 mois. On va tout faire pour revenir à 100 parce qu'on veut absolument protéger votre épargne. Alors qu'on pourrait dire, bah, en fait, les gars, on a besoin de dépenser encore davantage parce que là, on a une grosse crise climatique qui nous arrive dessus. Donc, on va faire en sorte de vous rembourser.
Mais on va pas tout baisser maintenant, alors qu'en fait, on a des dépenses publiques énormes à faire, notamment pour nous protéger contre la crise climatique. Ça, c'est un choix vraiment politique de vouloir défendre l'épargne de ceux qui ont prêté à l'État. Donc c'est plutôt ça. Et ce que j'essaye de faire dans le bouquin, encore une fois, c'est de dire, oui, il y a des alternatives. En fait, c'est déconstruire le récit, quoi. C'est en permanence déconstruire le récit, mais pas en mode complotiste, il le savait. Non, non, c'est simplement, en fait, dire, ben non, tout n'est pas si simple. Il y a des moments où ça marche et des moments surtout où c'est un choix politique. En fait, je crois que c'est ça mon gros message, c'est de dire, quand j'ai par exemple Olivier Babot, qui est insupportable, je ne sais pas si tu vois qui c'est un Alors, économiste. C'est un économiste qu'on voit vachement souvent sur les plateaux, malheureusement, parce qu'il a plein de ah personnes oui, sur Twitter. mais il a pas raconté un truc de folie sur Twitter il y a pas longtemps là? En Ah, fait, il son a business comparé model, c'est de faire ça. communisme Ouais. et il a pas comparé les morts du communisme et des nazis en disant que c'était que l'un était pire que l'autre ou je sais pas quoi là. Ouais, ouais. Il me Bah, semble qu'il a fait le buzz avec ça. oui, mais en fait, son business model, c'est de faire le buzz en sortant des trucs les pires les uns que les autres. Et comme ça, il est invité sur les plateaux après parce qu'il a vachement de vues, quoi, enfin de followers sur Twitter. D'accord. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que en fait, il dit des horreurs économiquement. C'est un prof de gestion, mais il est toujours invité en tant que prof d'économie sur les plateaux, mais sur des beaux plateaux, hein. C'est ce soir. Et il te regarde dans les yeux et il te dit, mais si vous augmentez les impôts, évidemment, il n'y aura plus d'investissement en France et puis les gens partent. Et bon, ben, en fait, tu as Gabriel Zucman, notamment, tu vois, un autre Ouais, économiste, mais qui travaille un peu plus pour le coup, ouais. qui est à Berkeley, qui maintenant est à PSE, enfin à Paris School of Economics, qui est un des plus grands économistes qu'on ait, et qui travaille, lui, pour le coup, 15 heures par jour, et qui te dit, bah non, en fait, c'est pas si simple. On n'a Ouais. même pas besoin de s'évader. Les ultra-riches payent, pour le coup, on a les ultra-riches qui payent le moins d'impôts au monde en France. Ouais, je me Voilà, rappelle de ça c'est cette scène sur C'est ce soir. bon. Donc voilà, du coup, tout ça pour dire que tu as des gens qui vont porter un récit et il faut absolument se battre contre ce récit. Il faut le déconstruire, quoi. Le problème, c'est que j'en parlais avec quelqu'un la semaine dernière que je citerai pas, mais que j'ai croisé dans toutes les interviews, qui m'a dit, mais ça demande tellement de boulot. En fait, ça demande tellement de boulot de déconstruire. Et c'est ça, en fait, ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, euh, il y a une complexité buissonnante. On est plein à vouloir se battre. En fait, c'est David et Goliath, quoi. En fait, il n'y a pas de raison. On est plein de petits David, quoi. On est plein, plein, plein. Donc, en fait, il faut se battre pour déconstruire ce récit-là. Mais le récit sur la dette publique, il faut absolument le déconstruire. On ne peut pas protéger les créanciers aujourd'hui. On a besoin de faire de la dépense publique pour nous protéger contre l'énorme choc climatique qui nous arrive. Oui, parce que pour l'instant, on n'a pas trop parlé d'écologie, mais tu en parles beaucoup dans le livre, notamment sur. Tu démontres, par exemple, que tout cet investissement qui est réorienté non plus dans l'action publique, mais du coup dans le soutien aux entreprises, en plus, une grande partie va dans des entreprises très polluantes qui n'ont pas du tout prévu de transitionner très vite, quoi. Ouais, en fait, c'est ça l'énorme drame. Enfin, je trouve, moi, les données, là où elles m'ont vraiment. J'ai eu plusieurs surprises, mais un truc qui m'a vraiment déprimée, c'est que les 190 milliards dont je parlais tout à l'heure, Ouais. en fait, il y a une majorité qui va vers des entreprises à forte émission carbone. Alors, Euh, qu'est-ce que et ça euh, veut dire à forte émission carbone? Parce que par exemple, moi je veux bien, mais si on, par exemple, on a besoin de construire des logements sociaux, mm, donc on a besoin de faire du béton pour mm. pouvoir, bon, peut-être pas que du béton, on pourrait faire en bois terre paille, j'en sais rien, mais pour l'instant, en tout cas, il faut du béton. Et je sais que par exemple, les entreprises du BTP sont très émettrices de gaz à effet de Mm. serre, etc. Est-ce que c'est ça aussi? Et du coup, comment on évalue là-dedans ce qui est utile et pas utile pour la transition? Parce que sinon, Non, on mais met t'as tout dans raison. la même boîte. Ouais, 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 t'as raison.
Moi, j'ai fait un truc un peu tout dans la même boîte, mais je peux te dire, au départ, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les secteurs français et je les ai mis dans 4 boîtes. La boîte de la moins polluante à la plus polluante. Ok. Donc, il n'y a que 4 boîtes, mais je pense on pourrait faire les choses de façon plus fine en disant, dans la 4e boîte des très polluants, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Ouais. Mais en tout cas, dans la 4e boîte, en fait, c'est moins le BTP que toute l'industrie manufacturière qu'on retrouve. Ce qui est normal, hein. En fait, notre mode de production, il est carboné. Donc, c'est des L'Oréal, des Sanofi, des Renault, des Total. Voilà, c'est ça, Ok. hein, ces entreprises. Et du coup, en fait, donc, c'est pas étonnant. En fait, l'État, il va subventionner, aider les entreprises qui produisent le plus de valeur ajoutée, en fait. Enfin, on reproduit, tu vois, la structure de l'économie. Sauf que Ouais. comme on a une économie qui est hyper carbonée, bah, en fait, on aide ces entreprises qui sont hyper carbonantes. Maintenant, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, ce que je dis juste, c'est remettons, tu vois, en fait, tu as 270 milliards aujourd'hui. Moi, je te dis pas qu'il faut retirer ces 270 milliards. En fait, ce que je montre dans le bouquin, c'est que le secteur 4 chope la moitié des subventions. Donc le Donc, il y plus a autant gros. de subventions pour le 4 que le 4, donc le Ouais. plus polluant, que 1, 2, 3. D'accord. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est prendre une partie des subventions et des aides publiques du secteur 4 et les remettre dans le 1, 2, 3. Et alors, question, est-ce que toi, tu pourrais dire que dans ce 4, si tu retires des subventions publiques, ça ne met pas en danger ces entreprises? Ah non, ben ça, je peux pas. Il faut faire l'évaluation. D'accord. Euh, il faut faire l'évaluation. Et ça, l'ADEME est capable de le faire. Je les ai rencontrés. Donc, l'ADEME, c'est une agence publique pour la transition énergétique. C'est vraiment c'est ceux qui travaillent sur la transition et c'est des gens formidables. Il y a plein d'ingénieurs. C'est surtout des ingénieurs, il y a un peu d'économistes, et je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, ouais, ouais, on a les modèles macro, des modèles qui peuvent simuler ce genre de truc. On fait un choc fiscal dans les secteurs les plus émetteurs et on regarde, tu vois, on leur augmente à fond les impôts, parce qu'en fait, si je te dis on retire les aides publiques, c'est ça, en fait, on va augmenter leurs impôts. Qu'est-ce que ça a comme effet sur l'emploi? On est tout à fait capable de faire ça, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Je te dis D'accord. pas que ce sera juste à l'emploi près, mais on Oui, oui, aura des oui. grosses idées. Donc ça veut Ok. dire que c'est une bonne nouvelle parce qu'on fait rien sans évaluer. Et après, c'est des choix politiques. Encore une fois, c'est des choix Ouais. politiques. Moi, je ne suis pas spécialiste du tout du climat et de l'économie de l'environnement. Ce que je retiens, c'est que de toute façon, il va falloir baisser la part du gâteau. On ne va pas continuer notre mode de production et notre mode de vie euh, et réduire nos émissions carbone. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, l'innovation, elle n'est pas capable de faire ça. On va faire de l'innovation, c'est super. On va être capable de produire avec moins de carbone, mais à un moment, il va falloir arriver sur la neutralité. On va être obligé de baisser notre mode de consommation et de production. Donc, oui, on va faire mal à certains secteurs, mais justement, le truc, c'est que si on touche à certains secteurs, à l'emploi dans certains secteurs, ce qu'il faut, je reprends mon exemple de tout à l'heure, tout début, il faut qu'il y ait une action publique qui soit capable de protéger ces gens-là et hop, de les transférer sur. Enfin, tu vois, de mettre de l'argent sur les secteurs qui sont moins polluants pour que ça attire l'emploi. Oui, en fait, Et c'est- tu proposes de replanifier les choses et de retransformer l'État dans l'autre sens. Et alors, notamment, je rebondis là-dessus, mais en gros, toi, ta solution, c'est un peu la fin du livre, c'est... alors, tu as créé un acronyme qui s'appelle SOCLE. Ouais. Sélectionner les bénéficiaires, orienter l'investissement, conditionner les aides et lever le verrou de la dette. Mm. Et en gros, pour toi... Attends, il m'en manque un, c'est quoi le E? Ouais, non, il n'y a pas le E, Ah, t'as raison. c'est... Ah oui, c'est socle sans E, C'est d'accord. socle sans E, mais E, c'est. Ou c'est J'ai des levé, ça copains marche. profs qui Allez, m'ont dit ça. Ouais, ça voilà, fonctionne c'est avec ça. levé. Donc en Ouais. gros, toi, tu proposes enfin, quatre axes pour... en fait, presque, tu donnes une sorte de... Tu mets à disposition des politiques les quatre axes par lesquels toi, tu penses qu'on peut réorienter l'activité de l'État et l'action publique vers le bien commun, les gens, la société, quoi.
Ouais, après, c'est probablement pas exhaustif, tu vois. Encore une fois, complexité buissonnante, on peut en parler, mais les quatre axes, moi, que je retiens de mes données, qui sont hyper logiques, c'est que, bon, ben, une fois qu'on a dit que ça soit la Banque de France ou le Trésor, quand on met de l'argent public dans le circuit économique, ça va vers le polluant. Une fois qu'on a dit ça, c'est assez simple d'en conclure qu'une solution, c'est de sélectionner. Donc c'est le S. Sélectionner les aides publiques pour opérer des transferts, c'est le O, c'est-à-dire, ben voilà, je prends, là, je vais prendre l'exemple de la Banque de France. Aujourd'hui, elle achète plein d'obligations, donc elle finance directement Mercedes, BMW, Total, eh bien, en fait, il faudrait qu'elle n'ait plus le droit de faire ça, en fait. Qu'à partir du moment où une entreprise continue à faire de l'investissement dans des énergies fossiles et continue à avoir de fortes émissions de carbone, on lui retire soit 100%, soit 50, soit 30% de ses subventions et de son financement par la Banque de France. Tout ça, c'est pas à moi de décider si ça va être 100, 50 ou 40. C'est un débat démocratique. On verra, tu vois, si les gens sont super écolos, bah, ils diront 100% parce qu'ils seront prêts à faire des sacrifices. S'ils ont hyper peur parce qu'il y a eu un énorme choc climatique et qu'en fait, ils ont peur pour leurs enfants, ils seront plus prêts à faire des sacrifices que non. Enfin, voilà, mais ça, c'est du processus politique et tu le connais mieux que moi. Ouais. Donc, voilà, ça, c'est sélectionner pour opérer des transferts. Donc, c'est dire, je retire les subventions et tout le financement public aux gros pollueurs et je le redistribue vers ma librairie Scope. Et Ouais. Au top. Non, Vive mais la voilà. librairie des volcans. Ouais, voilà, vive la librairie des volcans, tu vois, parce qu'en fait, il y a peut-être plein de gens qui bossaient dans des multinationales et qui aimeraient bien bosser au volcan ou ailleurs. Enfin, tu vois, vraiment, c'est pas de l'anecdote, en fait. Tu vois bien que les étudiants d'AgroParisTech qui disent, bah non, en fait, moi, je veux pas bosser pour ces grosses boîtes. Mm. Je pense que ça fait sens, en fait, ce discours de, bah, il y a un moment où, en fait, on n'est plus heureux, on n'est plus aligné. Donc, on peut transférer de l'argent public vers des entreprises qui sont plus alignées Ouais. des scopes. Et ensuite, contrôler, c'est le C, donc un contrôle démocratique sur toutes ces aides publiques et donc de la Banque de France et du Trésor. Donc c'est remettre ça dans le débat, dire quand la Banque de France elle fait de l'investissement, comment elle le fait, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et enfin, elle, c'est c'est lever le verrou de la dette. C'est ce que je te racontais tout à l'heure. C'est Attal et Bruno Le Maire qui nous disent il y a 2 jours, en fait, ils ont présenté le plan de stabilité à l'Europe et ils ont décidé finalement d'aller plus vite que ce qu'on leur demandait et on va réduire la dette et le déficit plus vite que ce qu'on nous demandait. Ah bon? Et sur quelle justification? Ah, c'est ça où on augmente les impôts et comme on ne veut pas augmenter les impôts. Ah bon? Mais pourquoi vous ne voulez pas augmenter les impôts? On ne veut pas augmenter la TVA, mais par contre, je serais bien contente de réduire, d'augmenter les impôts sur les ultra riches et voire de baisser plein d'exonérations fiscales sur les entreprises et sur les ménages riches. Donc voilà, lever le verrou de la dette, c'est juste déconstruire ce récit complètement affolant et affolé sur la dette. Ok. Alors, et je pense, il est déjà 22h30, donc je vais pas te garder toute la soirée, tu as peut-être d'autres choses à faire. Mais, donc là, tu donnes, sélectionner les bénéficiaires. Alors, attention, parce que quand tu bouges ton Ah pardon, oreillette, ça excuse-moi, bouge le c'est pas ce micro. qui marche, excuse-moi. Ouais. Donc tu dis sélectionner les bénéficiaires, orienter l'investissement public, conditionner les aides, lever le verrou de la dette. Moi qui suis un peu de la vieille époque, il me manque un truc. Alors peut-être que tu l'intègres là-dedans ou pas, ou peut-être que tu ne t'en intéresses pas, mais ou que c'est pas ton sujet. Mais moi, il me manque nationalisation, enfin, ou en tout cas peut-être socialisation, pas forcément que de la nationalisation, mais en gros à un moment de dire les bénéficiaires auxquels on conditionne des aides pour réorienter l'investissement public, on peut aussi décider que au lieu de les sélectionner, on en prend le contrôle et ensuite on y met des sous dedans. Je pense par exemple
euh, euh, toutes les grosses sociétés d'autoroutes, par exemple, si on veut, ou sur l'énergie, ou sur les médicaments, ou même sur l'aviation. Ça me paraît aberrant qu'on continue à fabriquer des avions par des entreprises privées qui ont pour vocation de les vendre ad vitam aeternam, alors qu'on veut réduire le nombre d'avions, mais qu'on a quand même besoin d'avions. Donc, est-ce que ça, c'est intégré dans ta réflexion, ou est-ce que toi, tu t'en préoccupes pas, tu t'occupes uniquement de la question des aides et du coup de comment on les fait fonctionner? En fait, moi, j'ai une autre sur ces entreprises, sur ces entreprises privées dont la logique du profit va complètement à l'encontre de nos intérêts, enfin de l'intérêt de la planète, quoi. Euh, Moi, ma solution, enfin, pardon, une des solutions que j'essaye d'envisager, mais encore une fois, il faut en discuter, ça passe, ok, toi tu dis socialisation, nationalisation. Moi je dis socialisation par la détention par les salariés. En fait, le principe du scope, quoi, Ouais, d'une scope. C'est-à-dire se dire, en fait, le gros problème, c'est la concentration du capital sur très peu de gens qui, du coup, n'ont qu'une valeur à peu près qui est le profit. Enfin, de toute façon, l'économie de marché, elle est basée sur cette valeur profit. Alors qu'on vient de le dire, les étudiants de l'agro-parisTech et les gens qu'on regarde autour de nous, ils sont pas si heureux que ça dans ces grosses boîtes. Mais ils bossent pour l'actionnaire. Et en fait, je ne sais pas si la solution, c'est que ça passe par l'État, parce que je suis pas sûre en fait qu'on ait tant que ça toutes les ressources à l'intérieur. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'un fonctionnaire saurait mieux moi, je suis fonctionnaire, hein, donc j'adore les fonctionnaires, mais qu'on ait vraiment toutes les ressources, surtout qu'on a vachement réduit, en fait, finalement, pour le coup, les serviteurs de l'État, on les a vraiment réduits. On a réduit les compétences. En revanche, imagine, c'est ce que je fais dans le bouquin, imagine qu'on prend des grosses entreprises et on leur dit, chaque année, on va prendre 5% de votre capital et on va le donner aux salariés. Donc, tu vois, tu prends une entreprise qui a un profit, pardon, qui a un capital de 20 millions d'euros. Tu prends 5%, ça fait 400 000 euros, si je prends bien. Ouais, il est Chaque année, 22h42, personne te fact-checkera là-dessus. voilà, c'est ça. Ça prend 4 000 euros. Non, alors c'est 400 000 euros et tu les distribues chaque année aux salariés. Donc, tous les salariés récupèrent, en fait, ils prennent des actions. Au lieu que tout le capital soit détenu que par soit la famille et les actionnaires autour, on prend une partie de cet argent-là et on le distribue aux salariés. Mais chaque année, on prend 5%. Au bout de 10 ans, on aura pris 50%. Sauf qu'on l'aura fait de façon progressive. On aura pris. Pardon, excuse-moi, c'est même pas, on n'aura pas pris. On aura juste redistribué aux gens qui créent vraiment la valeur, c'est-à-dire les salariés. Et là, les salariés, alors, si on leur donne 5% chaque année, on leur donne aussi 5% des votes. Tu vois ? Et à la fin, en fait, les salariés, au bout de 10 ans, ils ont 50% des votes. Ils représentent 50%. Donc, le forage en Amazonie qui va défoncer toute la forêt, là, il y aura 50% des salariés, enfin, pardon, il y aura 50% de la décision qui sera prise par des salariés. Ouais. Espérons. Je ne peux pas te le garantir, mais espérons que ça change les décisions. Voilà, moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et tu vois bien que tu aurais une énorme résistance face à ce genre de choses, puisque ça voudrait dire diluer l'argent de Bernard. Pardon, il faut que j'arrête de toucher ce truc-là. Donc, on aurait une énorme résistance, mais encore une fois, si on n'est pas un petit David et qu'on a compris notre intérêt là-dedans, tu peux changer de récit politique. Tu peux dire non, ça ne va pas aller contre l'investissement, ce truc-là, en fait. Non, ça ne va pas faire que Bernard Arnault part de France.
En fait, voilà, je crois qu'on peut réussir à changer le récit en imaginant, quoi. Des choses. Ok, ok. Bon, ben c'est bien, on finit sur une note positive, on peut changer le récit, c'est nickel. Franchement, merci beaucoup, c'était vraiment trop Non, cool. merci Mathieu. Franchement, je suis hyper content. Je rappelle, quand même, pour tout le monde, j'ai l'impression d'être Laurent Ruquier, tu sais, qui fait les trucs. Mais franchement, allez le chercher en librairie. Pour les Clermontois, il est à la librairie des Volcans. Le mur, si je le lis à l'envers, ça va pas le faire. L'état droit dans le mur, rebâtir l'action publique chez Fayard. Voilà, donc merci beaucoup à toi. J'ai le chat au mauvais endroit. Je vous raconte pas ce chat, qu'est-ce qui m'a saoulé pendant la soirée. Hop, je vous cache. Mais vous allez réapparaître, vous inquiétez pas. Répondez-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé de tout ça. Ça m'intéresse parce que franchement, c'était plein. Enfin, il y avait plein de trucs.